Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo Actu de la semaine qui est en réalité une vidéo Actu des semaines car depuis la dissolution par Emmanuel Macron, je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire de vidéo de la semaine, mais je tenais à faire cette vidéo car je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de chercher quelle est la lecture à avoir des événements politiques que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections législatives, qu'est-ce qui peut-être va se passer dans le futur. Bref, vous avez besoin de points de réflexion et je vais essayer dans cette vidéo de vous en apporter quelques-uns. Alors je vais commencer par vous parler de la dissolution et de ce qu'Emmanuel Macron cherchait à obtenir. Je vais vous parler de la clarification politique que cette dissolution a produit. Et puis enfin, je parlerai de la question du Premier ministre, car je sais que c'est l'une des questions qui est centrale dans le moment politique. Et cette question, vous le verrez, et je vous en parlerai, elle recoupe des questions idéologiques très profondes, des questions idéologiques et stratégiques majeures. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parlerai un petit peu en détail également. Et puis enfin, on essaiera de se projeter vers l'avenir, de se demander ce qui va se passer après le 7 juillet, parce qu'il faut avoir de la clarté dans les idées pour affronter ces événements politiques qui sont des événements d'ampleur, qui touchent la France bien sûr, qui touchent l'Europe, mais qui touchent aussi le monde. Donc c'est important d'y voir clair, en tout cas d'être capable d'anticiper des choses qui pourraient se passer. Alors je commence par cette dissolution d'Emmanuel Macron. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'Emmanuel Macron est complètement fou et qu'il est irresponsable. Alors c'est pas à exclure, mais jusqu'à présent, il a quand même fait la démonstration qu'il était plutôt fin, politiquement, tacticien, même si c'est quelqu'un qui se plante globalement à chaque fois qu'il essaye quelque chose, mais il essaye des trucs, et là on peut se dire qu'il y avait une logique dans cette dissolution. Effectivement, il y en a une. Quelle est-elle ? Emmanuel Macron était persuadé que la gauche serait incapable de se rassembler et que, donc, il pourrait se débarrasser de la gauche à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est produit. Quand on a fait la NUPES en 2022, on a réussi à constituer une union de la gauche qui avait formalisé l'existence des trois blocs politiques qui existaient dans l'élection présidentielle. Il y avait d'un côté donc Le Pen, de l'autre Macron, et puis enfin Mélenchon, troisième bloc politique issu de l'élection présidentielle, et qui s'est concrétisé d'une certaine manière dans cette NUPES, NUPES dont je rappelle qu'elle était arrivée en tête au premier tour des élections législatives. Et ça, pour Emmanuel Macron, c'est un traumatisme, parce que le programme de la NUPES, à l'époque, c'était évidemment le programme en totale opposition avec la politique qu'il avait menée dans les 5 années précédentes. Alors autant il peut reprendre une partie du programme de Marine Le Pen, d'ailleurs ils ont fait une loi immigration avec eux, souvenez-vous-en, en décembre dernier, mais autant vis-à-vis du programme de la NUPES, c'est en totale opposition avec celui d'Emmanuel Macron, puisque nous il s'agit de partager la richesse, et que du côté d'Emmanuel Macron, il s'agit de nous pomper dans les poches pour les envoyer dans celles des riches. Donc ça a été un traumatisme pour Emmanuel Macron, et depuis, n'oubliez pas, ils n'avaient pas la majorité absolue, ils étaient dans l'incapacité d'avancer à fond sur leur projet de loi. D'ailleurs, quand ils ont essayé de faire la réforme des retraites, qui s'est opposé à l'Assemblée nationale de manière ferme et résolue et dans la rue également, c'est la NUPES et les forces sociales et syndicales qui se sont mobilisées comme jamais avec des millions de personnes qui ont donc manifesté contre cette réforme des retraites. Donc pour Emmanuel Macron, le point de blocage de son point de vue à lui, c'est la gauche. C'est la gauche qui l'empêche d'avancer et en particulier la France insoumise qui a tenu tête, qui a tenu bon sur à peu près tous les sujets face à Emmanuel Macron. Donc son but à lui, c'était de se débarrasser de nous dans l'Assemblée nationale. Et souvenez-vous de ce que nous avions dit dans les élections européennes, nous les insoumis. On avait défendu un point de vue qui était, puisqu'on a réussi à faire l'union aux élections législatives et qu'on s'est mis d'accord sur un programme partagé, puisque ce programme partagé réglait les principales questions qui nous opposaient, notamment les questions européennes, alors dans l'élection européenne, il aurait été plus logique d'y aller unis, de telle manière à faire au moins jeu égal avec le Rassemblement national et potentiellement être en force vis-à-vis du Rassemblement national. Malheureusement, ce n'est pas la ligne qui a été suivie par nos partenaires actuels du nouveau Front populaire, et je vais revenir sur cette création du nouveau Front populaire, mais malheureusement, ce n'est pas la ligne qui a été suivie. Et nous, les Insoumis, on avait dit, attention, si Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, par exemple 3 semaines avant l'élection européenne, on va avoir l'air fin. Parce que d'un côté, on sera séparés aux élections européennes, mais de l'autre, on n'aura pas d'autre choix potentiellement que de se rassembler pour les élections législatives. On s'était trompé sur la date, mais on ne s'était pas trop trompé sur l'intention, puisque Emmanuel Macron s'est servi du résultat du 9 juin pour dissoudre l'Assemblée nationale et pour faire en sorte de placer la gauche dans l'obligation soit de disparaître, soit de se rassembler. Ça, c'était l'objectif de Macron. Parce que imaginez une situation dans laquelle le nouveau Front populaire n'aurait pas été inventé dans cette nouvelle période. Alors on se serait retrouvé avec, dans toutes les circonscriptions, plusieurs candidats de gauche, avec le Rassemblement national très fort, avec Emmanuel Macron en position centrale, et puis cette division de la gauche qu'on a vue dans l'élection européenne. Donc ce qui se serait produit dans la plupart des cas, c'est des deuxièmes tours, Macron
contre Le Pen. Et ils auraient pu rejouer le deuxième tour de la présidentielle en disant, après avoir voté des lois immigration avec eux, voici le grand danger, le Rassemblement national, et ils auraient surjoué de nouveau le côté barrage républicain qu'ils sont en train de jouer en ce moment en disant les extrêmes, coucou, et en faisant ce jeu stupide de mettre sur le même plan l'extrême droite et le nouveau Front populaire. Donc c'était ça l'objectif d'Emmanuel Macron, sauf qu'on a foutu à plat son objectif en l'espace de 24 heures. Parce que le 9 juin, il y a la dissolution, et le 10 juin, à peu près 24 heures après la dissolution, il y a l'annonce de la création du nouveau Front populaire, parce que nous avons senti l'urgence du moment historique et que nous avons directement affirmé ce point crucial, soit on s'unit, soit c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Et moi, je salue la responsabilité qui a été celle de nos dirigeants politiques, de l'ensemble des forces politiques du nouveau Front populaire, pour faire cette unité dans les 24 heures et permettre justement que ce soit un autre jeu politique, un autre paysage politique qui se mette en place. Ensuite, on a continué à avancer puisqu'il y a eu cette annonce de la création du nouveau Front populaire en 24 heures et puis ensuite, il a fallu 4 jours pour qu'on se mette d'accord sur le programme. C'est dommage, on avait déjà bien travaillé sur le programme, mais bon, il fallait retravailler pour prendre compte du résultat de l'élection européenne, soit. Et puis ensuite, il y a eu donc l'accord sur l'ensemble des circonscriptions, de telle manière que dans toutes les circonscriptions, il y ait un seul ou une seule candidat ou candidate du nouveau Front populaire, portant donc ce programme de rupture avec le macronisme, qu'est le programme du nouveau Front populaire. Ça, c'est ce à quoi Emmanuel Macron ne s'attendait pas. Mais c'est pas fini, parce que M. Macron, il espérait récupérer des petits bouts des Républicains, et puis des petits bouts du PS, et puis refaire une grande coalition centrale au milieu d'un paysage qui aurait été composé du Rassemblement national, d'un côté, et puis de l'autre, des insoumis, vous savez, ces dangereux personnages, qui seraient à l'autre bout de l'hémicycle. Mais c'est pas ce qui s'est produit. Parce qu'en fait, ce qui se produit, c'est une clarification politique. La gauche s'est rassemblée. Et puis en face, il y a une clarification aussi politique qui s'opère. Parce que le Rassemblement national s'est associé avec les Républicains, et que, enfin une partie des Républicains, parce que là aussi une clarification politique s'opère à l'intérieur du mouvement des Républicains, entre ceux qui sont prêts à aller avec Le Pen et ceux qui ont envie de la combattre. Mais donc il y a une clarification aussi politique qui s'opère à droite et à l'extrême droite, avec cette uniformisation, cette unité qui se produit aussi à droite, et on a eu des scènes assez lunaires, comme M. Ciotti qui s'enfermait dans son siège pour éviter que les autres viennent le chercher, enfin bref, des situations. Les types nous disent que si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, ça sera le chaos. Enfin bon, quand même, un dirigeant politique qui s'enferme à l'intérieur de son siège parce qu'il n'a pas envie d'être viré par ses petits camarades, c'est quand même assez spécial, vous le reconnaîtrez, pour des gens qui prétendent incarner l'ordre. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était bien bordélique pour un parti qui entend incarner l'ordre. Donc, on est arrivé dans cette situation politique-là. Emmanuel Macron se retrouve donc au milieu. Lui qui espérait récupérer des petits bouts, il se retrouve sans rien. Et le pire pour lui, c'est qu'il a pris aussi par surprise ses propres soutiens, ses propres députés. Ces députés, ils se sont retrouvés là en se disant « mais qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce que c'est que ce type on va se prendre une tôle ». Et donc, quand le chef vous emmène à une tôle électorale, en général, vous avez quelques doutes vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire, quoi. Et vous voyez que les macronistes sont en train, eux aussi, de clarifier la situation politique, parce qu'ils sont en train tous de dégager Emmanuel Macron de leurs affiches et de dire, bon, bah, le macronisme est terminé. Ce que nous disions dans l'élection européenne, on disait, c'est la fin du macronisme, il va falloir choisir la voie de sortie du macronisme. Et bien, justement, on est là-dedans. On est dans Macron, c'est fini, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Pen ou Mélenchon? Le nouveau Front populaire d'un côté ou le Rassemblement national de l'autre? Alors on en est là. On en est au moment de la clarification politique pour notre pays. Et c'est les urnes qui vont trancher les 30 juin et 7 juillet. Et nul ne sait ce qui va advenir pour notre pays. Par contre, ce qu'on peut essayer d'analyser, c'est ce qui est en train de se produire dans cette période de clarification politique. Et c'est là que c'est très important d'avoir les idées claires. Parce que si on n'a pas les idées claires, eh ben on peut agir d'une manière qui ne soit pas forcément utile pour l'avenir de notre pays. Alors, je vous ai dit que c'était une période de clarification politique. Emmanuel Macron se retrouvant au centre, quelle a été sa décision? Est-ce qu'il s'est dit « je vais essayer de convaincre des gens de gauche de venir avec moi » ou bien est-ce qu'il s'est dit « je vais essayer de convaincre des gens de droite de venir avec moi » Il n'a pas traîné, il a directement repris le vocabulaire de l'extrême droite. Alors il a fait une première prise de parole dans laquelle il a dit « j'ai entendu votre colère sur l'immigration ». Ensuite, il a parlé de laïcité, et quand il parle de laïcité, on sait très bien qui y vise, c'est toujours les mêmes, c'est les musulmans qui sont visés chaque fois que M. Macron ou Mme Le Pen utilisent le mot laïcité. Il fourvoie l'utilisation de ce mot laïcité. Ça n'est pas ça, l'utilisation qui devrait en être faite. Justement, la laïcité, c'est permettre à chacun d'exercer sa religion, pas cibler systématiquement une seule religion. Donc il a fait ça. Puis ensuite, il a encore
enfoncer le clou en disant le programme du nouveau Front Populaire, c'est n'importe quoi, parce qu'ils veulent que les gens puissent changer de sexe en mairie. Ce qui prouve qu'il n'y connaît rien, puisqu'il s'agit de la question du genre, et effectivement, ce qu'on propose, c'est qu'on puisse changer son genre à l'état civil. Mais vous voyez quelle est la stratégie qui est adoptée. Immigration, les musulmans, la question du genre, il va directement à la clarification politique en reprenant les idées de l'extrême droite. Et du côté de l'extrême droite, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a une clarification politique qui s'opère. M. Bardella et Mme Le Pen, pendant des années, ils ont joué sur un flou. Ils sont d'extrême droite, mais ils prônent des mesures qui, potentiellement, peuvent être entendues comme des mesures sociales. Et puis, vous entendez le petit jeu médiatique qui consiste à laver le Rassemblement national de son programme de droite et à essayer de le transformer en une force politique qui serait utile pour les salariés et les ouvriers. Alors, vous les entendez dire le Rassemblement national, c'est le parti du pouvoir d'achat. C'est les médias qui disent ça. Parce que quand on regarde dans le programme du Rassemblement national, c'est pas le parti du pouvoir d'achat à part pour les grands patrons. Donc là, il y a une clarification politique qui s'opère. Parce que Jordan Bardella, jour après jour, il est en train d'abandonner des petits bouts de son programme. Alors ça a commencé par l'abrogation de la retraite à 64 ans. Oui, on verra plus tard si jamais c'est finançable. Et puis les questions de sortie du marché européen de l'énergie, c'est plus. Il ne veut plus le faire finalement. Et puis, ce qu'il disait sur la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, ça c'est pareil. On va voir si c'est finançable. Alors, il commence à donner des mesures de financement pour le faire, mais ces mesures de financement sont incomplètes. Il lui manque plusieurs milliards d'euros. Et puis, enfin, M. Bardella a dit que s'il n'avait pas la majorité absolue, il ne serait pas Premier ministre, qu'il ne ferait pas un gouvernement si jamais il n'avait pas la majorité absolue. Ce qui est une manière de se défiler, une manière de dire qu'il ne veut pas exercer le pouvoir. Parce qu'en fait, ils en ont absolument rien à faire du côté du Rassemblement national d'exercer le pouvoir pour changer la vie des Français. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des élus, d'avoir des postes, de cumuler des postes dans plein d'endroits différents. Et puis d'avoir des postes bien payés, avec du pouvoir. Mais du pouvoir pour quoi faire? Pour faire changer la vie pour les Français? Ou bien du pouvoir pour continuer la politique d'Emmanuel Macron sur le plan économique en la durcissant et en ciblant systématiquement les immigrés et en faisant en sorte de diviser à l'intérieur du peuple. Parce que c'est ça le rôle historique de l'extrême droite. Chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, où que ce soit dans le monde et quel que soit le moment dans l'histoire, ce que fait toujours l'extrême droite, c'est ça. C'est défendre les intérêts patronaux et chercher à diviser le peuple sur la base de la religion, la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle, ce que vous voulez, tant que ça divise. Et là, on est en plein dans le dur. La clarification politique de Jordan Bardella, elle est en train de se faire vitesse accélérée. Les gars, ils sont en train de reprendre l'intégralité du programme du patronat sur le plan économique et de cibler sans arrêt les immigrés, etc., etc. Vous avez vu que Jordan Bardella, il a dit que sa mesure d'urgence, c'était la suppression du droit du sol. Qu'est-ce que ça va changer à la vie des Français, à part cette chose extrêmement grave qui est que c'est une négation de notre identité nationale, parce que notre identité nationale, depuis que la France est la France, c'est-à-dire depuis que nous sommes une république, c'est là qu'on a inventé le drapeau français et la Marseillaise, eh bien notre identité nationale, précisément, c'est le droit du sol, et précisément, on ne trie pas entre les gens. Pour une raison simple, c'est que l'égalité en France, elle se définit sur une base simple, une personne égale une voix dans l'isoloir, raison pour laquelle il faut aller aux urnes si vous voulez que votre voix vaille autant que celle de M. Bernard Arnault. Vous voyez cette clarification politique qui s'opère du côté du Rassemblement national? Eh bien, elle est en train de se voir petit à petit. Alors nous, il faut qu'on aide, il faut qu'on pousse, il faut qu'on signale à tous ceux qui nous ont dit que ça allait changer avec Jordan Bardella sur le plan économique et qu'enfin on allait aider les ouvriers et les salariés, il faut leur dire, il faut leur montrer ce qui est en train de se produire. Et puis, la clarification politique, elle s'opère aussi sur les thèmes, sur les sujets qui sont en cours de débat. Parce que le ressort fondamental du vote Rassemblement national, compte tenu du fait qu'ils sont en train d'abandonner tout ça, c'est quoi? C'est le racisme. C'est précisément cette question-là qui n'est pas tranchée dans le vote en cours. Et la question est de savoir, dans ce vote-là, ce qu'on veut pour notre pays, ce qu'on définit comme peuple français. Est-ce qu'on a une conception ethnique du peuple français, comme le propose Jordan Bardella avec sa suppression du droit du sol, ou bien est-ce qu'on a une conception politique du peuple français, qui est celle que nous avons toujours eue dans notre histoire, et qui fait que, avec des petits-enfants d'immigrés italiens, belges, portugais, algériens, marocains, tunisiens, ce que vous voulez, on fait des Français merveilleux qui adhèrent à une idée simple, liberté, égalité, fraternité. Une idée simple à laquelle le Rassemblement national, lui, n'adhère pas, parce que égalité, fraternité, c'est pas possible dans le programme du Rassemblement national, compte tenu du fait que, précisément, ils essayent de diviser les gens. Vous voyez, c'est ça les questions qui sont en cours de clarification. Et ça clarifie aussi la manière de combattre le Rassemblement national. Parce que le combattre simplement sur les questions sociales, c'est insuffisant. Parce que, je vous le dis, si jamais
on était en train de voter pour des questions sociales, vu que le RN a tout abandonné de son programme social, bah, les gens devraient normalement quitter le Rassemblement national et courir vers le nouveau Front populaire. Or, vous savez bien que ce n'est pas ce qui est en train de se produire. C'est donc bien qu'il y a d'autres ressorts du vote Rassemblement national. Et c'est précisément ces ressorts-là qu'il faut combattre. Et c'est là que je veux en venir. Pour combattre ça, il faut être parfaitement clair sur nos valeurs à nous. Et il faut affirmer avec clarté ce que je viens de vous dire, que c'est le racisme qu'il faut d'abord combattre pour combattre le vote Rassemblement national. Et cette clarification politique s'opère aussi du côté du nouveau Front populaire. C'est là que je veux continuer le débat sur la clarification politique. Parce que vous avez vu qu'il y a un sujet en ce moment qui est en circulation sur le nouveau Front populaire. Une fois qu'on a dit qu'on a fait un programme, l'augmentation du SMIC à 1 600 €, la retraite, l'abrogation de la réforme des retraites de Macron, le financement aussi de nos mesures, parce que nous on bosse, contrairement à Jordan Bardella, nous on finance nos mesures et on les propose parce qu'on sait qu'elles sont réalisables. Et c'est aussi un des sujets sur lesquels on nous attaque, la faisabilité technique de notre programme. C'est très simple, nous vous pouvez tout trouver sur Internet, le programme, le financement, tout est disponible sur Internet. Monsieur Bardella, ça disparaît au fur et à mesure, donc il y a aussi un enfumage qui est en train d'apparaître et qui clarifie aussi cette situation politique. Mais donc je vous dis, le sujet de la clarification politique du nouveau Front populaire, il passe aussi par la question: quel Premier ministre? Alors, je sais, c'est la question qui fait débat. On a décidé une méthode simple quand on a fait l'accord du nouveau Front populaire sur ce sujet. On a dit, le groupe de gauche qui est le plus nombreux à l'Assemblée nationale, c'est lui qui propose un Premier ministre ou une Première ministre, et ensuite, eh bien, il est soutenu par l'ensemble des groupes de gauche. Et puis vous voyez, vous entendez la petite musique, ça commence. Ah, mais si c'était les Insoumis les plus nombreux. Ah, mais ils pourraient prendre Mélenchon, les Insoumis. Et s'ils prennent Mélenchon, Mélenchon ne rassemblerait pas, etc., etc. Vous entendez cette petite musique? On l'a déjà entendue dans le passé, cette petite musique. En fait, on l'a entendue à chaque élection. À chaque élection, le problème c'est Mélenchon. Mélenchon ne va pas y arriver, Mélenchon ci, Mélenchon là. Et à chaque élection, eh ben, écoutez, on progresse et on arrive à faire des bonnes choses, je crois. Mais pourquoi la question de la personne est une question aussi centrale? Parce que la question de la personne recoupe des questions politiques. Parce que la question de la personne recoupe des questions idéologiques, programmatiques, stratégiques. Jean-Luc Mélenchon, dans la période qui vient de s'écouler, et quand je dis dans la période qui vient de s'écouler, je parle des 15 dernières années, donc ça nous fait même des 20 dernières années, parce que c'est depuis le référendum européen de 2005 que Jean-Luc Mélenchon incarne une ligne particulière, qui a permis de sortir la gauche française de l'ornière vis-à-vis de ce qui s'est produit dans les autres pays européens. Donc ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon, c'est pas sa personne qui est en jeu, on s'en fiche de sa personne. C'est une ligne politique, c'est une continuité politique à gauche. Et une stratégie qui a permis d'avancer, étape après étape. Présidentielle 2012, on avait fait 11%. Présidentielle 2017, on avait fait 19%. Présidentielle 2022, on a fait 22%. Et on était aux portes du deuxième tour, et potentiellement aux portes du pouvoir. Donc nous, on oublie cette histoire-là, on a tendance à se dire, oui, bon, on a réussi, mais c'était un petit coup de bol, je sais pas quoi. Non, non, c'est une stratégie politique établie. Mais les autres en face, ils n'oublient pas. Les autres en face, ils se souviennent que Mélenchon, il a fait 22% à l'élection présidentielle et qu'il a rassemblé sur son nom et sur son programme et sur une stratégie 7, je ne sais plus combien, presque 8 millions de voix à l'élection présidentielle de 2022. Et puis ils font les calculs, ils regardent combien on a fait de voix, nous, la gauche, à l'élection européenne, et puis ils voient que, oh là, dis donc, ils ont une réserve électorale qui est hyper importante. Et ils savent, ils regardent les chiffres, ils se disent, si les abstentionnistes s'y mettent, on va se faire dégager de l'Assemblée nationale, on va se faire dégager du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'aller taper la figure centrale de la gauche actuelle de notre pays. Parce qu'en tapant Mélenchon, ce que vous faites, c'est que potentiellement, vous poussez à l'abstention un certain nombre de gens, en disant, bon, bah, si c'est pas Mélenchon, j'y vais pas. Et derrière la question du candidat Premier ministre, recoupe aussi des questions stratégiques. Il y a deux possibilités stratégiques. On peut se dire, l'élection, elle va se faire au centre. Et donc, il faut écarter les figures clivantes, je ne sais quoi, etc. Et puis, essayer de faire de la rondeur et en gros, essayer de récupérer le macronisme qui tombe en morceaux. Oui, mais ce n'est pas ce qui se produit. Je vous ai dit, le macronisme qui tombe en morceaux, il est en train de tomber du mauvais côté de l'histoire. Je vous ai dit ce que dit Emmanuel Macron. Et on l'a déjà vu. Ça s'est déjà produit dans les élections législatives précédentes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les macronistes, aux élections législatives précédentes, quand il y avait des deuxièmes tours entre les Insoumis et le Rassemblement national? Soit ils se sont abstenus, soit ils se sont dirigés davantage vers le vote Rassemblement national. Ils ont déjà fait leur choix. Ils sont déjà partis du mauvais côté. Il faut réussir à les ramener du bon côté. Mais on ne les ramènera pas du bon côté sans combattre la question du racisme. Et quand aujourd'hui j'entends une personne comme M. Fuchs du Modem qui dit c'est pas pareil un franco-espagnol et un franco-africain.
Bah excusez-moi, mais ça c'est un propos raciste. Le mec, il est du MoDem. Vous voyez qu'il y a un décalage qui est en train de se faire sur le champ politique. Donc si on veut rééquilibrer le champ politique, il faut aller chercher dans le bloc qui existe, qui est là, qui est latent, mais qui ne s'exprime pas, et qui est l'abstention. Ce bloc-là, à l'élection présidentielle, il représentait 25% des inscrits, un quart. En fait, vous n'aviez pas 3 blocs, vous en aviez 4. Macron, Le Pen, Mélenchon, abstention. Ça, c'était le 4e bloc. Et ce bloc-là, c'est justement le bloc qui doit choisir quelle est la voie de sortie de l'histoire. C'est ce bloc-là qui tient dans ses mains le futur de notre pays. Et c'est ce bloc-là qu'il faut convaincre d'aller aux urnes. Parce que dans l'élection européenne aussi, il y avait un bloc abstentionniste qui était un bloc abstentionniste extrêmement large. On est autour de 50% de la population. Là, dans les élections législatives, on nous dit que ça se réduit. Donc il y a des gens qui entrent dans l'action. Et notre objectif politique doit être de faire entrer de nouvelles personnes dans l'action politique. Mais pour faire ça, il faut de la clarté politique, de la clarification politique. Et justement, derrière cette question du Premier ministre, eh bien, c'est cette question qui est posée. Alors, vous avez vu qu'il y a eu tout un tas de candidats putatifs, chacun disant « oui, mais moi je suis capable, moi je suis capable, moi je suis capable, etc. etc. » Donc on a dit qu'on réglerait la question plus tard. Jean-Luc lui-même a dit « moi je m'en sens capable, mais je suis candidat à rien, on verra bien, etc. » Et vous avez vu qu'ensuite, toute une série d'individus ont commencé à dire « oui, mais moi aussi je suis capable, moi aussi je m'en sens capable. » Bref, tout ça crée, je vais dire les choses comme je pense, tout ça crée du bordel. Tout ça crée de l'illisibilité politique. Parce que chaque personne, individuellement, incarne une certaine manière de faire de la politique. C'est pas pareil quand Fabien Roussel dit quelque chose, quand Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose, quand François Ruffin dit quelque chose, quand Machin dit quelque chose, quand Clémentine Autain dit quelque chose. C'est pas pareil. Chacun incarne une forme de sensibilité politique. Et précisément, ce qui m'intéresse, c'est derrière les individus, je m'en fiche des individus. Quelle est la ligne stratégique qui est apportée? Et la clarification politique, c'est faite par un bout qu'on n'attendait pas. C'est François Hollande qui arrive là-dedans, au milieu de l'action politique. Alors que dit François Hollande? Il dit « Mélenchon devrait se taire parce que ça aiderait le nouveau Front populaire ». Alors là, je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. En fait, en disant ça, François Hollande, il a très bien résumé la question stratégique qui est en jeu. Et d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'on peut le remercier, mais il a permis que tout le monde comprenne bien ce qui était en jeu. Et si vous ne l'avez pas compris, je vous l'explique. Il y a donc d'un côté François Hollande qui dit que Mélenchon devrait se taire, et puis de l'autre côté, moi les gens que je vois en porte-à-porte, qui aiment bien Mélenchon, ils me disent « mais qu'est-ce que fout François Hollande dans votre coalition ?» Parce que François Hollande, c'est pour plein de gens, c'est encore le CICE, c'est la réforme des retraites de François Hollande, c'est plein de choses. C'est beaucoup de choses de l'histoire de la gauche, je mets des guillemets, mais d'une gauche en laquelle on a pu avoir confiance, et puis qui n'a pas forcément fait tout ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, qui a même parfois fait l'inverse de ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Et donc la clarification politique, elle s'opère dans les personnes à ce moment-là. Parce que vous voyez bien qu'entre un François Hollande, Premier ministre par exemple, et un Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre par exemple, c'est pas la même manière de faire de la politique, c'est pas le même programme politique. Or, les deux sont rassemblés sur un programme qui est celui du nouveau Front populaire. Donc la question qui est posée à la fin, c'est pas tant qui rassemble et qui n'est pas clivant et qui je sais pas quoi. La question qui est posée à la fin, c'est qui va effectivement appliquer le programme du nouveau Front populaire tel que l'ensemble des candidats l'ont signé. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça la question stratégique qui est posée dans la question qui pour Premier ministre. Et vous comprenez mieux pourquoi Jean-Luc Mélenchon est à tel point l'objet d'attaque en ce moment. Parce que précisément, Jean-Luc Mélenchon, c'est la certitude que s'il arrive au pouvoir, au poste de Premier ministre, le programme du nouveau Front populaire sera appliqué tambour battant et musique en tête. Puisque jusqu'à présent, il a quand même incarné quelque chose d'assez stable et sûr dans l'histoire de la gauche. Et vous voyez pourquoi derrière ces questions de personnes, c'est des questions stratégiques, c'est des questions politiques qui sont posées. Et je sais que là, il y a beaucoup d'insoumis qui m'écoutent et qui arrivent à ce moment-là de la vidéo, et qui se disent « Ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça ». Et qui peut-être, dans la période précédente, quand on leur a dit « Ouais, moi j'aime bien la gauche, mais pas Mélenchon », on dit « c'est vrai, t'as peut-être raison, je sais pas quoi. » Mais les camarades, je vous dis la chose suivante. Faut pas vous laisser faire. Faut pas qu'on se laisse marcher sur les doigts de pied comme ça. Parce que leur objectif depuis le début, c'est de faire disparaître cette ligne et cette stratégie politique. Mais si on fait disparaître Mélenchon, on fait disparaître l'intégralité de notre mouvement. Je veux dire, pas en tant qu'individu. Mais si vous dites, cette ligne-là n'est pas la bonne, alors vous n'avez pas de Bompard, vous n'avez pas de Panot, vous n'avez pas de Guettet, vous n'avez pas de Léaumont, vous avez personne en fait. Parce qu'on incarne cette histoire-là tous à notre poste. Et dans toutes les périodes précédentes, souvenez-vous,
Eh ben, c'était déjà l'enjeu, c'était déjà oui, la gauche j'aime bien, mais Mélenchon. Eh ben, dans les moments précédents, vous aviez tous bien compris que derrière la question de la personne, c'était une question de programme et de stratégie qui était posée. Et quand on a fait ça dans l'élection présidentielle la dernière fois, bah, ma foi, on ne s'est pas trop trompé. Je vous l'ai dit, on a fait 22%, on est arrivé très très loin devant tout le monde. Et cette stratégie politique sur laquelle on a avancé, elle a eu une efficacité pour potentiellement conquérir le pouvoir. Eh bien, on est dans le même moment politique. On est dans un moment politique qui est totalement similaire. L'élection européenne, elle a fait entrer dans l'action un certain nombre de personnes. Je rappelle que ce qui s'est produit dans l'élection européenne, c'est quand même que notre stratégie, celle qu'on a développée avec la France Insoumise, elle nous a permis de progresser d'1 million de voix. Donc c'est pas raté, c'est pas quelque chose qui était pas malin de notre point de vue, d'accord? Et justement, c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est sur cette ligne-là qu'il faut continuer à avancer. Pourquoi? Parce que là, on entre dans une période énorme d'instabilité politique. Et les gens, ils ont besoin de repères, de trucs clairs, simples, compréhensibles, lisibles. Parce que quand vous avez du bordel, vous avez besoin d'avoir des choses qui sont faciles à assimiler. Ok? Et dans une période comme celle-ci, justement, les repères, c'est le programme, et en l'occurrence, parce que les personnes incarnent aussi des programmes et des stratégies, les personnes. Et dans des moments comme celui-ci, Jean-Luc est un atout considérable, parce que pour des millions de gens, il incarne cette France antiraciste, cette France de gauche sociale, républicaine, dont beaucoup de gens ont besoin comme un repère, comme un rocher solide auquel s'accrocher. Et si on n'a pas ça, alors on ne sait pas, on cherche, on se dit « Ah tiens, c'est vrai, j'ai entendu parler de machin, mais qu'est-ce qu'il propose déjà, machin, j'en sais rien. » Non, non, la stabilité et les années de combat, c'est de la lisibilité politique. Et là, dans la période, c'est clair jusqu'au 7 juillet. Jusqu'au 7 juillet, on sait à peu près ce qui se passe. Il y a des élections législatives, on connaît. Il y a un premier tour le 30, il y a un deuxième tour le 7 juillet. Il va y avoir des triangulaires. On est encore dans un monde qui est un monde qui suit un certain cours, même s'il est déjà très perturbé et très incertain. Mais c'est encore quelque chose qui suit son cours. Et puis après le 7 juillet, il se passe quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a derrière? Il y a 3 possibilités. La première, c'est la victoire de l'extrême droite. C'est celle qu'on nous rabâche sans arrêt sur les plateaux télé, c'est comme s'ils avaient déjà gagné. Vous connaissez, ils font toujours la même chose. Ils les aident, ils les aident, ils les aident, puis après ils regardent et ils disent « Oh bah dis donc, ils sont hauts hein. ». Voilà, c'est vrai depuis Bourdieu. Vous ouvrez un bouquin de 98 de Bourdieu qui s'appelle « Sur la télévision », il parle des pompiers pyromanes qui aident le Front National à l'époque. Donc ça n'a pas changé. Et là en plus vous avez des décennies de pompiers pyromanes qui ont aidé le Rassemblement National. Donc ça c'est la première possibilité. Un gouvernement d'extrême droite. Si on est dans cette situation-là, vous avez intérêt à avoir de la clarté idéologique. Vous avez intérêt à avoir des gens qui sont prêts à la baston, et à la baston sévère avec l'extrême droite. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe tranquillement, un gouvernement d'extrême droite dans le pays qu'est la France. D'accord? Ça, il faut l'avoir en tête. Que la clarté idéologique, c'est aussi une clarté dans les batailles politiques en cas de défaite de notre camp à nous, et en cas de victoire du camp d'en face. Ok? Ayez bien ça en tête. Parce que dans ce genre de situation, moi je préfère avoir comme chef qui nous donne une ligne à tracer, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, que des gens comme n'importe qui d'autre qui est soi-disant plus rassembleur et je ne sais quoi. Ok? Donc ça, c'est la première possibilité. Et il ne faut jamais l'oublier, qu'il y a cette possibilité-là, contenue dans l'élection et dans le 7 juillet. C'est bien sûr pas celle qu'on souhaite, mais ayez en tête que c'est l'une des possibilités. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'avec la création du nouveau Front Populaire, on a au moins réussi à empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National, et c'est une excellente chose. La deuxième possibilité, c'est celle qu'on souhaite tous. C'est celle d'une victoire du nouveau Front Populaire aux élections législatives, celle d'une majorité absolue du nouveau Front Populaire. Et elle est en germe dans cette élection législative. Parce que ce que nous disent tous les sondages, c'est que les jeunes en particulier vont se mobiliser d'une manière inédite. C'est ce qu'on voit aussi avec les procurations qui sont faites. Les gens se saisissent de cette élection législative comme jamais ils se sont saisis d'une élection législative. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2022. En 2022, à l'élection présidentielle, quand il y a 75% des gens qui participent, Mélenchon fait 22%. Par contre, à l'élection européenne, quand il y a moins de gens qui participent, la gauche est moins haut. Donc quand il y a une augmentation de la participation, logiquement, si c'est les jeunes en particulier qui votent à 50% pour nous, ça va plutôt dans le bon sens. En tout cas, dans le bon sens politique de l'histoire qu'on défend nous. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et à ce moment-là, on aura à régler la question du Premier ministre, de quel mode de désignation. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on aura le sujet qui sera posé de manière peut-être plus pointue et de manière plus précise. En sachant que
dans cette situation-là, Emmanuel Macron n'a pas fini de jouer sa partition. Parce que c'est le président de la République qui choisit un Premier ministre chargé de former un gouvernement. Et vous pouvez compter sur Emmanuel Macron pour justement essayer de bordéliser encore plus la situation à gauche en choisissant des gens qui précisément ne font pas consensus à gauche. Et c'est pas Mélenchon qui va choisir. Il va choisir quelqu'un qui fait encore moins consensus et si possible qui pousse à une explosion de tel ou tel bloc, et en particulier du bloc des Insoumis. Il ne faut pas perdre de vue que pour Macron, l'adversaire principal, c'est la France Insoumise dans le nouveau Front Populaire. D'ailleurs, vous les entendez, les macronistes sur les plateaux, c'est à croire que les Insoumis, c'est pire que le Rassemblement National. Donc vous voyez bien quelle est leur ligne politique, stratégique aux macronistes. Raison pour laquelle, si vous voulez résister aux macronistes, c'est une bonne idée peut-être d'écouter ce qu'on va dire les insoumis, puisque on les obsède à ce point-là. C'est peut-être que notre stratégie est plutôt efficace, et l'a été en tout cas jusqu'à présent. Et puis enfin, il y a une dernière possibilité, et c'est sur celle-là que je vais finir. Cette dernière possibilité, c'est qu'il n'y ait pas de majorité du tout. Et cette situation-là est sans doute celle qui est la plus inquiétante et la plus chaotique pour notre pays. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de majorité, il semble impossible de former un gouvernement. Ou bien alors ce serait un espèce de gouvernement de technocrates inutile pour notre pays, avec des bouts de la gauche, des bouts de la droite, voire de l'extrême droite qui tombent là-dedans pour faire un espèce de gloubi-boulga dans lequel vous avez des gens qui acceptent des postes pour faire à peu près n'importe quoi, mais bref, continuer la politique d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une possibilité qu'il y ait un espèce de gouvernement intermédiaire. Mais le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de majorité du tout. Et qu'il soit littéralement impossible de former un nouveau gouvernement. Ah, les fameuses institutions stables de la Ve République seraient-elles à bout de souffle? Bah tiens, c'est marrant, c'est ce qu'on disait depuis des années avec Jean-Luc Mélenchon. C'est là le moment où on est en train d'arriver. Les institutions de la Ve République sont à bout de souffle, et M. Macron, ayant agi jusqu'à présent comme un monarque quasi absolu, eh bien, se trouve dans la situation des monarques quasi absolus, voire absolus en France. Bref, il va finir par se faire dégager d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est là la situation dans laquelle on est. Emmanuel Macron, si jamais il n'y a pas de majorité, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut bordéliser, comme je vous le disais, il peut essayer de trouver des gouvernements de technocrates, et puis il y a une autre possibilité, et celle-là aussi, il faut l'avoir en tête pour s'y préparer psychologiquement et intellectuellement. C'est que la Constitution donne au président de la République des pouvoirs qui sont considérables avec l'article 16. Cet article, c'est celui qui permet de déclencher les pleins pouvoirs. Alors on fait de la politique fiction, mais jusqu'à présent, vous remarquerez que les événements qu'on avait pressentis, en disant par exemple qu'il pourrait dissoudre au moment des européennes, eh bien ces événements se produisent les uns après les autres. Et puis vous avez peut-être vu, il a fait fuiter dans la presse que peut-être il pourra utiliser l'article 16 si c'est le chaos, s'il y avait des troubles, etc. Parce qu'effectivement, pour le déclencher, il faut qu'il y ait des troubles. Cet article 16 qui donne les pleins pouvoirs, il est invraisemblable. En gros, le président informe la nation par un message, ok, donc il peut faire un tweet et puis déclencher les pleins pouvoirs. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme contre-pouvoir? Rien. Ça dit juste que l'Assemblée ne peut pas être dissoute, mais ça nous fait une belle jambe parce que l'Assemblée, de toute façon, ne peut pas être dissoute pendant un an, donc ça ne change rien au schmilblick. Et puis, ça dit qu'au bout d'un certain temps, je crois que c'est un mois, le Conseil constitutionnel donne un avis, ou 2 mois, le Conseil constitutionnel donne un avis. Ah, et si l'avis il est négatif, ça ne change rien. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc c'est les pleins pouvoirs pour le président et pas de contre-pouvoir. Et qu'est-ce qu'il y a là, dans les 15 jours qui suivent l'élection? Les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, on est censé accueillir la terre entière, au beau milieu de Paris, figurez-vous où, juste à côté de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça va être un sujet, parce que l'Assemblée nationale était censée être fermée à partir du 15 juillet et inaccessible en raison des Jeux Olympiques. Là, on va juste être censé réunir une assemblée comme Jaja, on en a vu, et former un nouveau gouvernement à partir de cette assemblée-là. Donc je ne vous raconte pas le bordel sur le plan purement matériel de l'accès à l'Assemblée nationale. Passons sur ce genre de détails. Mais donc, il y a un événement international d'ampleur considérable, juste à côté des mecs qui se réunissent dans l'Assemblée nationale, et on pense que tout ça va se passer tranquillement, et que le président de la République va dire « Oui, formons un gouvernement en nommant Jean-Luc Mélenchon, qui est le mec le plus efficace pour gouverner le pays, parce que justement, lui, il va appliquer le programme du nouveau Front Populaire. » Enfin, imaginez cette situation. C'est évidemment une situation très chaotique. Raison pour laquelle je vous dis qu'il faut être clair sur les idées, et savoir où on va, savoir où on avance. Parce que là, on n'est pas en train de rigoler. On n'est pas en train de faire de la politique politicienne à 2 balles. On n'est pas en train de savoir qui c'est qui sera le candidat en 2027 à je ne sais quelle élection. On est en train de décider de l'avenir de notre pays. C'est ça qui se produit là, dans les 15 jours qui viennent. Alors, c'est à vous de faire la clarté dans vos idées. Moi, j'apporte ma pierre à l'édifice pour que vous puissiez réfléchir. Je ne vous dis pas ce qu'il faut penser. Je vous dis ce que j'en pense moi. Pour que vous puissiez réfléchir. Pour que vous puissiez trouver une ligne d'action dans ce moment politique. Moi, je vous dis ce que je pense. De manière claire, lisible et sans barguigner.
Je vous dis, voilà où est le sens de la clarté politique. D'accord? Une stratégie pour conquérir le pouvoir et pour appliquer un programme politique qui est celui qu'on a tous signé en étant candidat du nouveau Front populaire. Voilà là la direction, il me semble, qu'il faut choisir si on veut faire des bonnes choses pour notre pays. Parce qu'on est tous très inquiets pour notre pays. Mais ensuite, notre rôle, de gens qui suivent un peu la politique, de gens qui s'informent, qui écoutent, qui regardent les vidéos, etc., c'est justement de débattre et de trancher, choisir une orientation. Qu'est-ce qu'on préfère? On préfère Bardella? Bien sûr que non, pas pour les gens qui écoutent cette vidéo, j'espère. Macron? Non, c'est fini. Et puis après, à l'intérieur de la gauche, à l'intérieur de notre camp, qu'est-ce qu'on veut? Hollande? Mélenchon? Moi, j'ai fait mon choix. Et j'ai fait mon choix depuis longtemps. D'ailleurs, le premier est responsable de mon engagement chez le second, d'une certaine manière. En tout cas, de l'approfondissement de mon engagement chez le second. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette question-là qui est en jeu. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Voilà les éléments que je voulais donner à votre réflexion pour que vous puissiez avancer dans ces événements politiques qui sont des événements où on sent qu'on a l'histoire au bout des doigts et que le pays peut basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà en tout cas, quelle est mon opinion. Je ne sais pas quelle est la vôtre, je vous invite à la donner dans les commentaires, à me donner votre lecture des événements qui sont en cours. Je les lis avec attention. Et puis je vois quand il y a des j'aime sur des commentaires que ça indique que certains commentaires donnent l'opinion de beaucoup de gens, ou représentent l'opinion de beaucoup de gens. Donc moi je vous invite à ça, à ce moment de débat, parce qu'il est important qu'on débatte maintenant pour être au clair le 30 juin et le 7 juillet. C'est dans ces moments-là que les insoumises et les insoumis, et plus largement les gens de gauche du nouveau Front populaire, on va devoir être des points de repère pour l'ensemble de nos compatriotes, qui seront perdus, qui seront en train de chercher qu'est-ce qu'on doit lire de ces événements-là. C'est notre rôle historique à nous, les gens de gauche, de savoir ce qu'on veut pour le pays, la direction qu'on fixe pour le pays. Parce que les gens, ils vont regarder dans notre direction comme jamais ils ont regardé dans notre direction. Avec inquiétude parfois, mais aussi avec espoir. Et notre rôle à nous, c'est d'être ceux qui incarnent l'espoir, mais qui incarnent aussi les moyens pratiques et matériels de rendre cet espoir réalité politique. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite encore à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est utile, ça fait plaisir. Et puis Alexandre, il est content, il dit « Ouais, regarde, on a gagné plein d'abonnés. » Et moi aussi, ça me rend content quand on gagne plein d'abonnés. Voilà. Bonne semaine à vous, bonne campagne à vous. Soyez combatifs, parce que là, c'est les fachos ou c'est nous. Et l'avenir de notre pays, il se joue sur cette question-là. Moi, j'ai répondu, et vous?